Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce mercredi 23 mars. Le nuage radioactif survolera la France entre aujourd'hui et demain, mais les spécialistes sont clairs, cela n'a rien à voir avec les événements de Tchernobyl en 1986. Toutefois, les pharmacies tourangelles reçoivent de nombreuses demandes de pastilles d'iode. La France, plus grande utilisatrice de pesticides, les agriculteurs font connaître leurs soucis de santé, maladies d'Alzheimer, Parkinson ou encore le cancer causés par les traitements sur leur culture. La fête du vin de Bourgueil se déroulait ce week-end sur le boulevard Heurteloup, un bilan mitigé pour les vins venus de Bourgueil. Je vous le rappelle, le 1er janvier, l'appellation d'origine contrôlée avait quitté l'interprofessionnel des vins de Loire afin d'organiser seule sa campagne de communication. Les premières masses d'air radioactives en provenance du Japon survoleraient la France entre aujourd'hui et demain. Selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'impact serait faible. Les rejets sont estimés à 10% de ceux de Tchernobyl, soit un niveau 10 000 fois plus faible qu'en 1986. Pourtant, en Indre-et-Loire, les Tourangeaux demandent déjà des pastilles d'iode auprès des pharmacies. Sébastien Branger. Objet de toute la surveillance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le nuage radioactif en provenance du Japon crée plus de peur que de mal. Pour le moment, à Météo France, on observe simplement son déplacement. On va modéliser justement le déplacement de ces particules grâce à nos modèles. Donc il faut imaginer qu'on va essayer de suivre toutes ces particules dans l'espace et dans le temps pour voir comment elles évoluent. Justement, ces particules évoluent dans le bon sens puisqu'elles se diluent dans l'atmosphère depuis une dizaine de jours maintenant. Il sera même difficile de les détecter. Ça s'est énormément dilué, ce qui fait qu'on est arrivé à des taux de l'ordre de, comme on dit, 1 becquerel mettons par mètre cube, quand on sait que le taux de radon que l'on a de manière naturelle partout sur toute la Terre, pratiquement, c'est de l'ordre de 10 000 becquerels. Donc détecter 1 parmi 10 000, c'est impossible. Malgré ces discours rassurants, de nombreux Tourangeaux viennent demander des pastilles d'iode censées les protéger des radiations. Alors, il y a certaines personnes qui sont venues depuis quelques jours pour nous demander des pastilles. Bon, nous, on a eu comme message comme quoi on n'avait aucunement possibilité de délivrer les médicaments. Effectivement, la prescription de ces pastilles est rigoureusement encadrée par la pharmacie centrale des armées. Une précaution bienvenue car une pastille d'iode est dangereuse pour la santé en cas de mauvaise utilisation. Elle contient en effet 1000 fois la dose d'iodure journalière à ne pas dépasser. Prendre 1000 fois cette dose à l'avance parce que les gens ne vont pas forcément le prendre au bon moment, c'est ridicule parce qu'en fait on va charger 1 fois, 2 fois la glande thyroïde et on peut entraîner un dysfonctionnement de la glande en prenant comme ça des doses conséquentes. Le nuage radioactif circule à plus de 20 km dans l'atmosphère et devrait atteindre la France par l'ouest cette nuit. Qui succédera à Marc Pomerot sur le canton d'Azay-le-Rideau? C'est un duel de maires qui se dessine. Au premier tour, Éric Loison, d'hiver droite, le maire de Thilouze, a devancé de 30 voix le candidat Michel Verdier, d'hiver gauche, maire d'Azay-le-Rideau. Si celui-ci a choisi de soutenir Claude Roiron, Marc Pomerot, l'ancien président du Conseil général, lui fait le choix d'appuyer la candidature d'Éric Loison. 2 maires, un canton, Anaïs Michaud s'est rendue sur place aujourd'hui. Coup de théâtre à Azay-le-Rideau. Sur les 8 candidats présents au premier tour, exit le PS et l'UMP. Ce sont des candidats d'hiver droite et d'hiver gauche qui arrivent en tête au coude à coude. Dimanche, Éric Loison, maire de Thilouze, disputera donc le mandat de conseiller général du canton à Michel Verdier, maire d'Azay-le-Rideau. Aucun des candidats, je dirais majeurs du canton d'Azay-le-Rideau ne pouvait présupposer ce qui se passerait au cours de ce premier tour des élections cantonales. Donc je crois que voilà, chacun se disait que l'autre avait de bonnes possibilités effectivement d'être présent sans plus ni moins. Pour ce deuxième tour des cantonales, les 2 hommes bénéficient de soutien de poids. Le conseiller général sortant, Marc Pomerot, qui ne s'était pas positionné en faveur de l'un ou l'autre au premier tour, appelle désormais à voter pour Éric Loison. Je connais bien effectivement Marc Pomerot ainsi que Pierre Louot. Ce sont des hommes que j'apprécie. Marc m'avait aidé déjà dans ma campagne, au moins sur l'aspect réflexion. Donc c'est quelqu'un sur qui effectivement je peux compter publiquement aujourd'hui.
Face à lui, le candidat d'hiver gauche, qui tient à rappeler son indépendance vis-à-vis du PS, s'inscrit malgré tout dans la lignée départementale. C'est ce qui n'a pas plu aux centristes sortants. Au deuxième tour, les candidats se sont engagés et je vois Michel Verdier qui a fait un choix que je respecte d'ailleurs. Il s'est engagé à soutenir Claude Roiron en cas d'élection. Il est évident que moi je ne souscris pas à ce genre d'engagement parce que pour le canton ça ne me paraît pas une bonne chose, mais surtout pour le département. Donc Claude Roiron a un mode de gouvernance qui ne me satisfait pas et par ailleurs, cumuler à la fois la fonction de président et d'inspecteur général de l'éducation nationale, ça m'a beaucoup gêné. Et en plus, elle n'était pas favorable à la politique que j'avais menée, donc il est évident que je ne peux pas soutenir Michel Verdier qui s'engage auprès de Claude Roiron. Dimanche, nous assisterons donc au combat des maires à Azay-le-Rideau, avec en toile de fond la satisfaction ou non des habitants du canton quant au mandat de leur conseiller général sortant et de la présidente du conseil général. Les maires à Azay-le-Rideau, avec en toile de fond la satisfaction ou non des habitants du canton quant au mandat de leur conseiller général sortant et de la présidente du conseil général. Cantonal, toujours avec notre débat de l'entre-deux tours. Nos invités, Guillaume Pelletier et Xavier Datteux pour le rassemblement UMP Nouveau Centre, face à la conseillère générale PS sortante, Martine Chéniaud, et Christophe Boulanger pour Europe Écologie. On écoute un extrait. Au bout de 3 ans, on peut tirer les conséquences d'un bilan. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on tire les conséquences d'un bilan. Alors justement, ce n'est pas vous qui allez nous dire quand même sympathiquement qu'il n'y a pas, au-delà d'un problème politique au sein du Conseil général dans la gestion des dossiers, un réel problème de gouvernance vu l'état dans lequel est votre majorité. Alors, répondez, après on passera. Répondez. Donc j'aurais simplement à dire que de toute façon, c'est moi qui travaille avec la présidente et certains autres. Donc s'il y a des juges, ce serait plutôt à nous de prendre nos responsabilités et d'agir en conséquence, et non pas à ceux qui pensent savoir à notre place. Et d'autre part... Les électeurs font ça juge. On est tout à fait d'accord, et d'ailleurs, elle est arrivée en tête. Oui, il y a 58% des Tourangeaux de son canton qui n'ont pas voulu d'elle au premier tour, de la même façon qu'il y a 72% des électeurs qui n'ont pas voulu de M. Chauveau au premier tour. C'est quand même assez intéressant, même si on ne va pas effectivement rentrer dans la paille de chiffres. Il y a une chose qui m'a marqué, moi. C'est au soir de 2008, au soir du second tour, sur tous les plateaux de télévision, Claude Roiron, les yeux dans les yeux des électeurs tourangeaux, disait « Je m'engage à ce qu'il n'y ait aucune augmentation d'impôts sur les 3 prochaines années de mon mandat ». Nous sommes 3 ans après. 25% de hausse d'impôts sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Justement. C'est possible parce que, excusez-moi, normalement je devais répondre et puis on ne m'a pas laissé finir. Répondez rapidement et après on met en perspective. Toute petite question. 12 plus 3,85, ça fait combien? Allons-y s'il vous plaît. Allons-y s'il vous plaît. Vous n'êtes pas professeur, je ne suis pas élève. Ah si, justement, j'ai été institutrice. Moi aussi, je suis professeur d'histoire-géographie. 3,85, ça fait combien? Très bien, c'était les chiffres du budget voté le 10 janvier dernier. Plus les bases. Vous savez, aujourd'hui, il y a un élément qu'on ne prend pas en compte. Il faut pas comparer des cantons où il y a 7-8 candidats au premier tour et des cantons où il y a 3-4 candidats. Les cantons sur lesquels vos candidats ont été élus au premier tour, ce sont des cantons où il y avait 4 voire 5 candidats grand maximum. Le débat de l'entre-deux tours sera diffusé ce soir à 21h et jeudi à partir de 19h30. Anazel-Négron, un instituteur à la retraite, a choisi de retourner ses palmes académiques. Michel Dago se dit déçu et inquiet de l'avenir de l'éducation nationale. L'homme enseignait 40 ans dans un milieu rural et tient tout particulièrement à l'importance des formations professionnalisantes. On l'écoute au micro de Florent Carrière. On est en train de démanteler l'éducation nationale par la suppression des 16 000 postes pour cette rentrée, qui s'ajoute aux dizaines de milliers de postes des 3 dernières années. Les enseignants sont des professionnels, qui sont en contact de la réalité chaque jour, et ils ont toute légitimité pour avoir une opinion sur l'école à construire, et on devrait les associer à la construction de cette école. Or, on les écarte pratiquement systématiquement. Quelle alternative aux pesticides? Un colloque avait lieu aujourd'hui au congrès de Vinci. L'agriculture biologique plutôt que l'agriculture habituelle, serait-ce une solution pour répondre aux problématiques environnementales? La France utilise encore trop de pesticides. Elle se situe au premier rang des pays de l'Union européenne et au 3e rang mondial. Et cela malgré le Grenelle de l'environnement. Anaïs Laurent et Margot Martini. Les pesticides, un mot qui souvent effraie. Ils peuvent en effet polluer les espaces verts mais également l'air et l'eau.
Les agriculteurs sont souvent montrés du doigt lorsque l'on évoque ce problème, mais bien souvent, ils n'ont pas le choix et ont recours à ces substances pour protéger leur culture. Aujourd'hui, les chercheurs tentent de trouver des solutions pour éviter ce genre de problème. La première solution, ça peut être de trouver des molécules qui se dégradent très très vite, qui sont utiles sur place, mais qu'on n'a aucune chance de retrouver dans l'environnement parce qu'elles se dégradent. L'autre solution, c'est d'en réduire l'utilisation et de trouver des solutions techniques pour diminuer l'usage des pesticides. Modifier les usages et les comportements, c'est justement le but du colloque Pesticides et environnement. Chercheurs scientifiques et décideurs se rassemblent jusqu'à la fin de la semaine pour échanger et trouver ensemble de nouvelles pratiques. Notre travail porte ses fruits en lien avec toute la communauté de ceux qui agissent sur le terrain parce que ces résultats, les résultats d'il y a quelques années ont servi pour notamment établir les normes de la directive 4 sur l'eau ou changer les itinéraires techniques utilisés par les agriculteurs. Ce programme devrait permettre de tenir les engagements du Grenelle de l'environnement. L'idée, c'est également d'apporter des réponses au grand public, car les agriculteurs ne sont pas les seuls à utiliser des pesticides. L'objectif, c'est donc une prise de conscience générale et une adaptation des utilisations en fonction des besoins. Il n'y a pas de solution miracle et il n'y aura pas de solution miracle. Et plus on fait des recherches, plus on se rend compte que les solutions sont au cas par cas. Une solution qui va bien marcher sur une culture ne va pas marcher sur une autre. Une solution qui va bien marcher sur une terre, en un endroit, ne va pas forcément marcher ailleurs. Donc il y a une multiplicité de solutions qui sont efficaces à condition de les réfléchir en fonction des cas. À l'heure de l'agriculture intensive, il est important d'informer les populations pour les protéger de ces substances. À présent, les scientifiques et les chercheurs souhaitent accompagner les agriculteurs pour les aider à s'adapter et à modifier leurs pratiques. En sport, le STT Handball reçoit ce soir Chambéry dans le cadre de la 17e journée de LNH à la salle Guy-Dru à Saint-Cyr. Un match qui s'annonce difficile pour les hommes de François Berthier. Chambéry est en effet le leader invaincu de cette première division. C'est donc un match de gala pour les Saint-Cyriens, 9e au classement. La fête du vin de Bourgueil avait lieu ce week-end sur le boulevard Heurteloup. Les vins rouges de Bourgueil qui accusent une diminution de leur expédition avec 56 000 hectolitres sortis des chais pour l'année 2009-2010 contre 65 100 l'année précédente. A l'inverse, l'expédition de rosé a augmenté, elle, de 8%. Anaïs Michaud était sur place. On aurait pu croire à un marché de Noël après l'heure. Des dizaines de petits chalets avaient poussé ici et là, boulevard Heurteloup ce week-end. Mais en lieu et place du Père Noël, on aurait pu y voir Bacchus. La 9e fête des vins de Bourgueil a eu du succès samedi. Des novices aux plus chevronnés, on n'avait que ces mots en bouche, robe, larmes ou encore tanin. Les 46 vignerons proposaient des dégustations du millésime 2010 pour faire découvrir ou redécouvrir une appellation de près de 75 ans. But de l'opération ? Essayer de venir au devant du public et avant de les attendre et après de les attirer chez nous, il faut venir proposer les vins au Tourangeau tout simplement. Vous avez des vins rosés représentés à 5% et principalement des rouges où là on a des vins sur le fruit, très faciles à boire ou des vins plus de garde qu'on pourra servir sur des plats beaucoup plus relevés. Des conseils avisés, c'est également ce qu'étaient venus chercher les amateurs de vin, qu'ils soient rouges ou rosés. Pouvoir goûter avant d'acheter, rencontrer le producteur ou échanger en toute convivialité, de quoi ravir les Tourangeaux amateurs du précieux breuvage. Je suis venu ici à la rencontre des vignerons, bien sûr, et de certains vignerons que je connais, et toujours à la découverte de nouveaux vignerons, voilà, et les millésimes, bien sûr, pour toujours découvrir le nouveau millésime ou le millésime précédent, et de jamais perdre en tant qu'amateur de vin le palais du vin, le goût du vin. Alors je connaissais un petit peu les vins de Bourgueil pour avoir dégusté plusieurs vins de Bourgueil, dans certaines belles maisons bien sûr. Voilà. Et moi j'aime bien dans les vins de Bourgueil, surtout les vins de terroir bien sûr, les vrais vins, les vins où on respecte la nature, où on respecte le cépage et où on intervient le moins possible. On essaie de faire des vins le plus près du sol. Voilà. Et rien qu'à regarder les Tourangeaux en pleine dégustation, on se doute qu'il y a de fins connaisseurs ici. Tournez, sentez, tournez encore, puis goûtez. Un plaisir simple à consommer avec modération. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'invité de notre rédaction ce soir est Ken Hagenauer, médecin au CHRU de Tours, avec qui nous aborderons la question de la prévention et du dépistage du cancer. A tout de suite.